Bienvenue à tout le monde, je digresse, édition du dimanche 10 août 2014. Le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Mastapi au micro, j'ai avec moi à ma droite directement le rédac-chef. Salut rédac-chef. Bonjour, bonjour tout le monde. Et à ma gauche, à la gauche du père, nous avons JLB. Aïe, aïe, aïe. Je vais parler de Sado Ali Warsame. Personne ne sait qui c'est ici, évidemment. Sado Ali Warsame est une superstar de la chanson somalienne, mais elle est également, par la force des choses, députée. Elle est ou elle était? Elle était, jusqu'à ce que, justement, les événements funestes lui arrivent. C'est-à-dire que des tireurs en voiture ont ouvert le feu sur son véhicule, qui l'ont blessé mortellement, comme on dit. Mais condoléances à la famille. Condoléances à la famille. Sado Ali Warsame était le 4e parlementaire qui a été tué depuis le début de l'année en Somalie. Hey. Et c'est le 2e qui est abattu depuis le début du mois passé. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que il semblerait que, bon, encore une fois, cette information est passée sous le tapis, mais ça, on commence à en avoir l'habitude. Et du coup, on est en train de se demander, est-ce qu'il existe, au niveau des médias, une Afrique à deux vitesses? Au niveau des médias, c'est ce qu'on appelle les trous noirs. Le cousin de la Somalie, c'est l'Afghanistan. Ouais, c'est vrai. Donc, une zone qui a réussi à triompher un des grands, eh ben, on n'en parle plus. Comme on ne parlait plus de l'Argentine après les Malvines quand ils ont massacré les Anglais. On ne parlait plus d'eux. Comme on dit toujours dans l'information, plus c'est proche de toi, plus tu as de l'empathie par rapport à ce qui se passe. C'est vrai. 3 Somalie, problèmes religieux, problèmes sectaires, problèmes tribalistes et tout ça, fait que le mélange des genres, malgré la personnalité somme toute intéressante de la personne, de la victime, fait que on en a rien à foutre. Ce problème n'est pas réservé à la Somalie, c'est un problème généralisé pour plusieurs pays. On a l'impression que quand ils n'ont pas de voix à l'extérieur, quand il n'y a pas de médias qui sortent, ces pays n'existent vraiment pas. Vous êtes pris dans une boucle. Ouais. Il y a des endroits où, effectivement, l'information est utilitaire. Aujourd'hui, problème de santé à tel endroit, il y a ceci, cela, il faut que vous fassiez ça, ça et ça pour éviter telle chose. Point. Ouais. Information utilitaire. Maintenant, on vous parle de tsunami en Hollande, enfin du tsunami plutôt En Asie. en Asie. Si la télévision hollandaise ne vous dit pas qu'il y a 2 Hollandais qui ont été pris dans le tsunami, ils n'en parleront pas. Même si le tsunami est un problème mondial. Voilà, ils n'en parleront pas. Le deuxième sujet est aussi également une dame qui s'appelle Martha Makwena. Elle nous vient de la République démocratique du Congo. Si. Et c'est une résidente de la ville de Beijing, que certains appellent, faussement Pékin en français. Eh bien, cette dame est la dame qui a lancé le premier et seul salon de coiffure afro de Beijing. La question est la suivante. J'ai l'impression que l'on a de plus en plus dans les médias l'apparition d'histoires comme celle-ci. Il y a des gens qui sont persuadés que toute entreprise économique doit fonctionner du premier coup. Non, les soubresauts, les malentendus, les mésententes, les problèmes d'ego, les problèmes de mauvaise perception, tout ça c'est normal, ça fait partie de tout contact. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une nuance. En fait, c'est pas la première fois que les Africains font des business en Asie. Hein. On peut imaginer, on sait que les Africains ont de la valeur, ont des objets intéressants, et donc le business est possible. Ce que je veux dire par ici, c'est que c'est un business de service. Ce n'est pas simple, ce n'est plus du minerai que j'envoie, ce n'est plus de la corne de rhinocéros que j'envoie, ce n'est plus du pétrole. Non, ici c'est un service, c'est quelque chose qui nécessite une personne. Je pense que je peux rebondir sur un sujet dont on a déjà parlé dans Je digresse, je pense que c'était tout des débuts, quand on parlait de la chaîne de maquillage d'une afro en France qui, elle, avait vu son expérience ne pas fonctionner. Je pense que, à la différence, on a une personne qui est partie de son idée simple et qui progressivement est en train d'établir, soyons un petit peu rêveurs, son empire, mais progressivement dans un marché porteur. De l'autre côté, on a une personne qui a essayé de faire la même chose, mais dans un marché qui stagne, c'est-à-dire l'Europe.
et c'est dans un marché avec des préjugés très forts par rapport à l'Afrique. Ces préjugés n'existant pas en Asie. Donc je pense que l'atmosphère et l'environnement des affaires est totalement différente en Asie, et donc cela lui permet de faire ce qu'elle fait actuellement. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est le fait que, encore une fois, que la clientèle n'est pas uniquement africaine. C'est donc qu'il y a régulièrement des effets de mode africains de par le monde, et que l'Asie n'en est pas exclue. Il y avait eu la première crise qui était au Congo, qui avait soi-disant été endiguée. Et là, quand il y a eu la resurgence, c'était au Libéria. Mais il semblerait que le monde, entre guillemets, a pris son temps avant de réagir par rapport à cette maladie qui, je le rappelle à ce jour-ci, n'a toujours pas de remède. Nous avons des gens en Afrique qui se disent être des gouvernants, qui se battent pour arriver au pouvoir. Ces personnes ont la responsabilité de la santé des gens qu'ils gouvernent. Et pendant 50 ans, si on parle depuis les indépendances, aucune de ces personnes n'a réussi à mettre en place un institut et ou un géant pharmaceutique en Afrique capable d'étudier et de mettre en place des vaccins et capable de répondre à des situations d'urgence. C'est ça le souci. Notre presque frère, là, Monsieur Obama, a insisté face aux questions des journalistes pour dire qu'il ne partagerait jamais les éléments de fameux ZMAP, là, le traitement qu'ils ont utilisé pour stabiliser, je ne dirais pas guérir, pour stabiliser les deux patients américains qui étaient atteints avec TB. J'irai plus loin. Que le Libéria ne soit pas préparé à Ebola, je peux le concevoir. Mais qu'aucun expert venu de Kinshasa ou de Lubumbashi ou de Kisangani, pro de Ebola, vienne à Libéria dire, écoutez les gars, vous avez du Libéria, vous avez de l'Ebola, alors voici ce que vous devez faire pour pouvoir le canaliser. Ça, c'est un souci. Tout le monde sait que l'Ebola, c'était Kinshasa et une partie de l'Ouganda avant. Ok? Ça veut dire que ces deux pays sont censés avoir une certaine expérience sur la réponse à avoir en cas d'épidémie d'Ebola. Donc ça veut dire que si toutes nos institutions fonctionnaient correctement, le ministre de la Santé libérienne prend son téléphone, il téléphone à l'OMS, organisation régionale, il dit, est-ce que vous avez un spécialiste Ebola chez nous? Est-ce qu'on a ça? On gars, oui, bien sûr, attends, je te donne le professeur Manyama de l'institut de Kisangani. Le gars prend son téléphone, dit, ouais, je prends mon avion, je suis là demain, paf, et je vous dis comment il faut régler. Voilà comment les choses auraient dû se passer. Mais ce n'est pas passé comme ça. La preuve, au Libéria, c'est le médecin tristement célèbre qui a payé de sa vie le fait de tenter d'endiguer la chose, ainsi que les collaborateurs américains qui étaient dans son hôpital. Il faut quand même se rendre compte que eux, ils venaient en mode on soigne. Vous n'avez aucune garantie que nos amis du Congo ou de l'Ouganda, quand ils ont soigné Ebola, ça a été la technique habituelle. C'est 20 personnes sont contaminées. Technique de la terre brûlée autour du village, les 20 personnes. Une fois que les 20 personnes sont mortes, on brûle le village. Et c'est fini. Ebola est guéri. C'est la seule méthode qui a été transmise, en fait. Ça dépend de la logique épidémiologique. On ne cherche pas à soigner quand il y a une épidémie. On circonscrit la zone et boum. Les blédards ne l'ont pas fait pour la santé publique, mais ils l'ont fait pour l'argent. Brazzaville a accueilli le 3e forum Forbes, s'il vous plaît, de l'Afrique. Oui. Ça veut dire que les rues étaient propres. Ça veut dire en tout cas que la rue menant de l'aéroport le centre de Kruger jusqu'au Bamboo Palace était propre. Et donc il y avait 180 représentants des banquiers qui étaient sur place. Il y avait 8 chefs d'État. Le thème le principal de la réunion était les défis de la bancarisation en Afrique. Et il y en a plus. Parce que manifestement, ils ont écouté notre dernier podcast et ils ont compris qu'il y avait des difficultés pour monsieur tout le monde en Afrique pour avoir accès à un compte bancaire. Non, mais il y en a plus, il y a des téléphones mobiles. C'est pour ça que je comprends pas l'intérêt de cette réunion. Il fallait inviter Orange, Vodacom, TNT, ça aurait été plus intéressant. Tigo. Effectivement, mais les opérateurs n'étaient pas là. Les gens font des grosses conférences au sommet avec des superstars, avec des personnes en charge, des personnes responsables, et on a l'impression qu'il s'est rien passé d'intéressant. La semaine passée, les Africains se sont réunis avec les États-Unis dans le sommet USA-Afrique. Qui a servi à quelque chose de très important. Il y a eu encore une fois, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette rencontre? Moi, j'ai retenu 3 choses. 1, j'ai retenu que la mode des selfies est très importante aux États-Unis. 2,
c'était un sommet de promesses. Entre les promesses américaines et le cash sonnant et trébuchant des Chinois, je pense que Mais les Américains ont promis 32 milliards de dollars. Les Chinois ont donné 20 milliards. Ont donné promesses et donné. Pourquoi les Américains n'ont pas donné? Pourquoi les Américains n'ont pas donné? C'est parce que leurs 32 milliards qu'ils vont emprunter à la Chine avant de les donner aux Africains, évidemment. Les 32 milliards sont assortis de conditions. La troisième chose, et ça m'a fait rire parce que je me fais écho de ce que j'ai entendu sur la twittosphère. Des journalistes africains qui pensaient qu'ils arrivaient, que ça allait être comme partout, on allait les laisser parler, et qui, au moment de la conférence de presse, se sont retrouvés au fond de la salle avec Obama qui parlait uniquement des problèmes internes aux États-Unis. Ils ont quand même eu le droit à un concert gratuit de Lionel Richie. Ce n'est pas rien. Concrètement, il n'y a rien d'intéressant. Mais les images ont plus parlé que les mots pour cette réunion-là. J'ai retenu le wax hollandais porté par la femme de Joe Biden. Voilà. Je pense qu'il faut commander vos wax directement à Kinshasa. J'ai retenu les choix des accompagnants pour la soirée de gala. Il y a qui venait avec sa femme, qui venait solo, qui venait avec ses enfants, enfin bref. Il y a que le petit verre qui pouvait traiter ce sujet car c'est toujours la fin. Mais nous n'avons pas été invités. On n'a pas besoin d'inviter, on peut directement inventer ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que effectivement, nous essayons d'utiliser nos cerveaux pour essayer de deviner ce qui a pu se dire. Voilà, c'est tout. Autre que bonjour et au revoir. C'est le vrai journalisme, ça c'est le vrai journalisme. Les 20e Jeux du Commonwealth. Alors, qu'est-ce que c'est les Jeux du Commonwealth? Personne ne sait ce que c'est, à part les gens qui y participent. C'est aussi chiant et inutile. C'est aussi ridicule que les Jeux de la francophonie, ou les Jeux de la Méditerranée. Non, les Jeux de la francophonie et de la Méditerranée, au moins, il n'y a pas de Jeux d'hiver. Les Jeux du Commonwealth, quelquefois, ça se déroule. Et là, ça ne va pas. Mais ce qui est drôle avec les Jeux du Commonwealth, c'est qu'ils ont l'ordre d'introduire des disciplines qui n'existent pas nulle part ailleurs. Par exemple, le lawn ball. Je sais pas si c'est. T'as le netball, t'as pas le basket, mais tu as le netball. Tu sais, le jeu avec le faux basket. Où t'as des équipes mixtes. Voilà, des équipes mixtes. Il y a le rugby à 7. Et il y a le squash. Oui. Mais les sports anglais par excellence que sont le football et le cricket ne sont pas présents. En marge de ces jeux, ce qui a retenu l'attention de nous autres les blédards, c'est la propension qu'ont eu certains athlètes blédards à se faire la malle avant, pendant et après les jeux. C'est-à-dire que on est en gagné des médailles. Ils viennent et ils ne repartent pas. Ça m'inspire une réflexion. Le netball, vraiment nécessaire. Parce que nous voyons les jeux Commonwealth, de toute façon, on en a rien à secouer. Est-ce que l'Afrique est une prison? Parce qu'on dit, quand un athlète décide de rester en Europe, on décide qu'il a fui. Il a fui. Quand on fuit, c'est qu'on est en prison, non? Les fuit les jeux. Désolé. Fuir en Angleterre. En Écosse. Mais quant à être équipé, si j'ai du budget pour l'équipement, est-ce que je vais investir vraiment dans le lawn ball, le netball? Il y a plein de cours de tennis en Afrique. Mais il n'y a pas de champion de tennis africain. Pourquoi? Parce que les cours de tennis qui sont là sont comme les piscines individuelles, hein, des riches africains. Donc plein d'Africains ont des piscines individuelles, mais vous n'avez aucun champion de natation africain. C'est parce qu'ils ne savent pas nager. Ils savent nager, mais ils n'en font pas un sport de compétition. C'est ça que je voulais dire par là. Donc ils ont effectivement des infrastructures sportives pour certains sports qui sont entre guillemets élitistes, mais ce n'est pas dans un but de compétition. C'est dans un but purement ludique. C'est ça. Je me rappelle d'un mien ami qui a vécu au Congo et qui me disait qu'il y avait là-bas un Petit Congo, Grand Congo, on ne sait plus. Et finalement, on va donner du poids à Denis Sassou Nguesso qui voudrait que le Grand Congo s'appelle de nouveau le Zaïre pour leur éviter la confusion. Oui, mais bon, quand on parle du Congo, on parle que d'un seul Congo, le Petit Congo. Donc le gars habitait le Petit Congo. Et il me disait que là où il habitait, il y avait un golfe. Eh ben, il se disait, les gens traversaient le golfe, les autochtones du coin ne savaient pas à quoi servait le golfe. Non. Ils traversaient le golfe parce qu'il y avait un bar juste en bas, ils pouvaient faire la musique, mais ben, on n'a rien à cirer du golfe. Mais donc, au bout d'un moment, il y avait une piste qui avait été dessinée en plein milieu du parcours. La review du film que vous n'avez pas vu, mais que vous verrez certainement, et que vous allez être habillé à commenter et déduire l'histoire sur base de la simple bande-annonce. Mesdames et messieurs, je vous présente le film Joe Bullet. C'est la première fois qu'on sera obligé de parler de la Black Exploitation. Black Exploitation.
C'est Inception. C'est Black Exploitation dans la Black Exploitation. C'est incroyable. C'est beau. Mais c'est bien, c'est vrai que c'est vraiment c'était fait de l'époque. C'est la seule différence, c'est il n'avait pas la chance d'avoir le funk comme machin. De Isaac Hayes. Le funk comme bande son. Selon vous, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est très 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 simple ce qui se passe. Il y a de la merde, on demande à Joe Bullitt arrive et il corrige la merde. C'est tout, il n'y a rien d'autre à savoir. Donc moi je pense que c'est un shaft. Alors moi, ce que je trouve génial dans ce film, c'est que cette bande-annonce me donne envie de voir le film. Ça c'est rare. Le film de 70. Oui, justement, ça c'est la deuxième chose. Comment se fait-il que en 40 ans, parce qu'on est en 2014 là, comment ça se fait que 40 ans plus tard, le niveau des films sud-africains a chuté? Ça, c'est la deuxième. Et non, je rajoute une question. Comment se fait-il qu'en 40 ans, on ne sait plus faire de bande-annonce? Bref. C'est pas ça. Donc, que du positif sur Joe Bullitt, que du négatif sur 2014. Par contre, ce que j'ai bien apprécié, parce que même si apparemment le film avait été interdit parce que c'était des noirs, la prise de son est correcte. Mais moi je vois ça du côté du point de vue technique. Techniquement c'est très bien. En plus, ils n'ont pas essayé de nettoyer ou de gommer les accents ou les machin choses. C'est bien que c'est quelque chose de culturel chez les blédards de se dire que si qu'on a la force, qu'on a la capacité de pouvoir gommer des épisodes de l'histoire en effaçant juste un fichier, en brûlant juste un film. On fait comme si ça n'avait jamais existé. Non, c'est pas... Et que donc le cinéma africain, entre guillemets, aurait commencé directement avec des superproductions qui n'a jamais eu de phase avant. C'est une erreur. Moi je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur. Un cinéma se reconnaît à la qualité de ses films de merde. S'il n'a pas de film de merde, bah c'est pas un vrai cinéma. Il y a beaucoup de sens dans ce que tu dis. Mais il y a aussi des films qui doivent leur longévité aux acteurs qui ont eu une carrière après par rapport à ce film-là. Et ici, il n'y a aucun visage qui... Mais c'est pas grave. Ce film n'a pas à s'appuyer sur ça puisque sa carrière a été interrompue. Voilà. Donc il n'a même pas pu commencer. Il n'a même pas pu commencer. Donc ce film n'a pas à défendre quoi que ce soit. C'est un film dont la carrière a été tronquée, volée. Donc maintenant, il sort maintenant. Il n'a pas été formaté pour le public d'aujourd'hui. Donc s'il trouve une audience qui comprend ce qu'étaient les films de 1970 quand ils sont sortis et qui trouve que dans ce film il y a tous les ingrédients pour que il eût peut-être marché, rien ne le dit, qui le voit comme tel, comme un film, comme un spectacle, ce film, à mon avis, je ne l'ai pas vu, en tout cas la bande-annonce a fait son taf et donne envie d'aller le voir. Rappelez-vous, un des prétendus grands succès du cinéma africain, c'était Yélène. Que je n'ai jamais vu. Je l'ai quelque part, mais j'ai jamais eu le courage de le regarder. J'ai vu la bande-annonce, la bande-annonce n'avait rien à voir avec le film. Ah bon? Quand ils abordaient un moment donné qu'il y avait une partie surnaturelle ou quoi que ce soit, à aucun moment dans la bande-annonce j'ai vu cette histoire. Ils disaient déjà, hop là. Ok les amis, c'était le podcast Je digresse du dimanche 10 août. Je remercie pour la participation JLB et le rédac chef. N'oubliez pas de nous continuer à nous envoyer vos questions et vos idées de sujets pour le prochain podcast. Bon week-end à tous. Ciao ciao. Ciao ciao.